Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Christine, bonjour Michel. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce 3e entretien. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent. On continue donc cette série d'entretiens avec Michel. L'idée, c'est d'observer, d'analyser, évidemment avec les recherches de Michel, notamment les recherches sur les macro-historiens, et puis cette analyse et cette observation en particulier des cycles, de ce qui revient en fait dans l'histoire de l'humanité, et en particulier donc ces moments de transition. On pense que nous y sommes justement. Donc l'idée, c'est d'embrasser cette histoire humaine et d'essayer de voir s'il y a des formes qui reviennent et qui peuvent nous dire quelque chose sur ce qu'on vit aujourd'hui et éventuellement ce qui pourrait arriver ou les chemins possibles qui peuvent s'ouvrir à nous. Très, très rapidement, donc on a fait une première vidéo introductive pour savoir un petit peu quel était l'objet justement de cette série. Et une deuxième vidéo qui était particulièrement dédiée donc aux macro-historiens, notamment à Spengler et Toynbee. Et puis aujourd'hui, donc Michel va nous parler justement des cycles, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Je te laisse la parole, Michel. Oui, alors, donc en fait, j'entrecoupe un peu la logique qu'on avait prévue dans le sens où donc, la synthèse des macro-historiens n'est pas encore finie, donc il y a encore des personnes à discuter. Donc juste pour rappeler, il y a une sorte d'arc dans l'histoire des civilisations. Donc il y a au début du XXe siècle, il y a des macro-historiens qui sont surtout axés sur le culturel. Donc, Spengler, Toynbee, c'est des gens qui sont très fort centrés sur la subjectivité humaine et le rôle qu'elle joue dans l'histoire. Puis après, il y a une réaction un peu, on va dire, néo-marxiste, néo-matérialiste, qui sont ce qu'on appelle en anglais World Systems Analysts, avec Brodel qui a commencé en France, Wallerstein aux États-Unis. Donc, ça, c'est plutôt des gens qui se focalisent sur le pouvoir et la géopolitique, et donc il n'y a pas beaucoup moins de culture. C'est plutôt c'est plus la lutte de classe dans le sens dogmatique, mais c'est quand même la lutte pour le pouvoir dans un sens planétaire. Et alors il y a un troisième courant qu'on appelle aujourd'hui Big History. Et donc là, c'est encore un peu différent. Donc ça a commencé dans les années 90. Là, ce sont des chercheurs qui se disent en fait les règles du changement, que ce soit dans la vie de la matière, dans la vie de la vie et dans la vie de la culture humaine sont très, très similaires. Donc, des états stables qui sont entrecoupés de transitions chaotiques, des états stables qui sont entrecoupés. Ils vont en fait faire une histoire totale de l'humanité et qui commence avec le Big Bang, qui va décrire l'évolution de la matière, l'évolution de la vie et puis l'évolution de l'humain. Voilà. Donc, on en est plus ou moins là dans la macro-histoire, mais on n'a pas encore fait toute la synthèse de ces pensées. Mais là, j'ai fini un travail que je crois intéressant, qui est une première synthèse des cycles que j'ai pu constater chez ces auteurs. Alors, avant de faire ça, j'aimerais bien faire un petit sommaire de l'évolution de nos conceptions temporelles. Vas-y. Donc, c'est-à-dire que au départ, dans la vie tribale de l'humanité, il n'y a pas vraiment des conceptions du temps qui évoluent. Donc, on est dans un sort de présent, il y a une orientation vers les ancêtres, mais donc c'est plutôt des visions de répétition, mais qui n'est pas formellement cyclique. En fait, les théories cycliques, ça vient avec la civilisation, donc
système basé sur l'agriculture, avec de la technique, les classes. Donc là, les civilisations, ils vont développer un point de vue cyclique et dégénératif. Donc, par exemple, les hindous vont parler de l'âge d'or, qui est géré par les gens qui ont une spiritualité, les brahmanes. Puis ça va dégénérer, les guerriers vont prendre le pouvoir. Puis ça va dégénérer, les marchands vont prendre le pouvoir et puis le peuple va prendre le pouvoir. Là est vu d'une façon négative par les élites civilisationnelles. Leur observation que en fait, les civilisations ne durent pas et qu'ils finissent plutôt mal. Un troisième moment, c'est, on va dire, la vision plutôt linéaire qui est introduite par Zoroastre et donc en Iran, mais qui sera repris par les Hébreux et par les chrétiens, les Juifs et les musulmans. C'est-à-dire là, il y a un début de l'histoire et il y a une fin de l'histoire. L'histoire commence avec la chute, donc l'humain chute dans la matière et ça se termine par l'apocalypse, où une petite minorité sera sauvée dans un monde divin. Donc ça, c'est la situation encore avec Saint-Augustin. Donc, c'est-à-dire que dans le monde matériel, en fait, il n'y a pas d'espoir. L'espoir, il est dans la transcendance, dans le monde divin. Il faut se retourner vers soi et vers le service spirituel. Il faut bien se conduire dans la société, mais en fait, il n'y a pas d'espoir dans l'évolution de la société elle-même. Et ça va changer pour la première fois au XIIe siècle avec Joachim de Fiore, donc un franciscain. Et donc, lui, il va parler pour la première fois d'une histoire progressiste, matérielle. Donc, il y a l'âge du Père qui est l'âge de l'Ancien Testament, avec un Dieu autoritaire qu'il il faut obéir parce qu'on n'a pas de l'extérieur. Puis, il y a l'âge du Fils, donc l'âge chrétien, avec la bonne nouvelle de l'amour du Christ, mais avec l'Église comme, on va dire, institution disciplinaire, mais on va vers un futur de l'âge de l'Esprit où toute la communauté, toute la population sera inspirée par le Saint-Esprit. Et donc, il ne faudra plus d'église et tout le monde vivra de façon fraternelle. Et c'est cette lignée-là, en fait, qui va donner éventuellement la modernité. Donc, il y aura la réforme. Et puis, finalement, il y aura une sécularisation de ces idées avec le marxisme, le fascisme, etc., qui ont tous cette structure triarchique, un passé, un présent, qui est imparfait, mais qui va donner une perfection dans un futur. Et donc, il y a un auteur qui s'appelle Eric Voegelin qui parle de, c'est difficile comme langage, mais il parle de l'immanentisation de l'échaton. Donc, c'est-à-dire l'espoir de libération va se déplacer du vertical vers l'horizontal, donc dans le temps et dans la matière. Voilà. C'est juste pour un peu préparer l'idée de cycle. Donc, il y a moyen d'interpréter ça aussi d'une façon que donc les peuples premiers sont dans le présent, dans une sorte de chaos, parce qu'il n'y a pas d'ordre. En fait, ils sont surtout dans un temps en boucle. C'est l'ouroboros, c'est-à-dire le temps qui se répète, Oui. le temps qui se répète. Donc, c'est un présent, mais c'est un présent cyclique de la nature, qui revient toujours, entre guillemets. C'est ça, avec des cycles plutôt courts, et donc ce qui se distingue avec les cycles civilisationnels qui sont des cycles beaucoup, beaucoup plus longs chez les hindous. Ça dure des millions d'années, leur vision du temps. Donc après vient le cycle, mais le cycle qui descend. Mm-hmm. Puis vient le linéaire. Et donc là, je transite vers ce que je vais parler aujourd'hui, donc une sorte de synthèse des cycles. On peut dire qu'aujourd'hui, on est peut-être dans la spirale. Et la spirale, c'est une synthèse de tout. Donc, c'est-à-dire, il y a les cycles qui montent et qui descendent, mais le cycle est quand même dans une sorte de linéarité. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, au niveau de l'échelle des villes, au niveau de la complexité de la société, on n'est pas obligé d'appeler ça du progrès parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent, mais en même temps, il y a une sorte d'accumulation quand même du temps et des connaissances humaines dans certains domaines. Donc ça, c'est une vision spiralique, où c'est-à-dire ça monte et ça descend, mais ça descend jamais plus bas que le dernier point bas de la spirale précédente. Et alors, il y avait le chaos, il est où? Il est dans les transitions. Donc, le cycle qui monte et qui descend, à la fin de cette montée et descente, il y a une crise transitionnelle
le chaos pour un moment et qui redonne un équilibre. Voilà. J'ajouterais juste une toute petite chose qui me semble intéressante, c'est que dans cette vision justement spiralaire, moi ce qui me semble intéressant, c'est que est réintroduite la notion de mouvement, parce que finalement un cycle en fait c'est fixe, c'est immobile d'une certaine manière, et du coup moi cette notion de mouvement elle me paraît plus intéressante dans cette vision spiralaire. Et puis la deuxième chose, dans la phase de chaos, il me semble que ça dépend aussi beaucoup de l'angle de vue et du moment de vision. C'est-à-dire que est-ce que la vision est restreinte ou est-ce qu'elle est large? Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses enthousiasmantes et il y a aussi une émergence d'une créativité assez extraordinaire. Mais effectivement, ça dépend complètement de comment on regarde. Et aujourd'hui, c'est assez compliqué, vu qu'on est dedans, d'effectivement de voir ces émergences qui, à mon avis, seront plus visibles peut-être un peu plus tard, ou en tout cas si on a une vision plus élargie, qui est évidemment plus possible avec du recul et du temps. Tout à fait d'accord. Alors aussi, ce que je voudrais dire, donc, moi, je n'essaie pas d'être déterministe, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a eu cette spirale plus ou moins ascendante dans le passé qu'elle va durer éternellement. Donc en fait, quand on regarde l'équilibre entre l'entropie, donc plus d'ordre, et l'entropie, le désordre et la négantropie, donc l'ordre que la vie et l'humain créent dans l'univers, d'abord c'est très localisé. Et il y a aussi une temporalité, c'est-à-dire que l'univers même, selon les physiciens, là, il y a eu donc un moment de création, il y a un moment d'expansion, mais ils croient que ça va aussi changer. Donc, il y aura éventuellement une spirale descendante dans l'univers physique. Alors, c'est assez loin dans le futur, hein. Pour nous, ça n'a peut-être pas d'importance, mais théoriquement, ça veut dire que oui, on n'est jamais garanti qu'on va sortir de la crise. Mais je crois que c'est important, quand on regarde vers le passé, de dire que on est passé par des moments similaires et l'humanité s'en est sortie. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en sortir, mais je crois que dans une période où on est quand même assez noir et pessimiste en général, ça vaut la peine de quand même aussi voir qu'il y a des raisons d'être pas complètement désespéré par rapport à cette transition. De mettre de la lumière au bout du tunnel. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer en revue les cycles que j'ai pu découvrir dans mon étude, en partant du plus court vers le plus long. Et donc, ma thèse est très simple, c'est qu'on est dans une métacrise ou une polycrise. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une crise d'un cycle, mais c'est comme si plusieurs cycles entraient en même temps dans un moment de crise. Alors, pourquoi c'est important? Parce que le cycle de 50 ans, il a sa propre logique. Il y a des problèmes qu'on doit solutionner pour passer vers une nouvelle phase ascendante, qui n'est pas la même que le cycle de 100 ans, qui n'est pas la même du cycle de 400, 500 ans, qui n'est pas la même du cycle de 1000 ans et qui n'est pas le même du cycle de 5000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au plus long le cycle, au plus profond le travail de changement qui est demandé. Et ça, c'est très, très compliqué. En même temps, c'est faisable parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. Mais donc, c'est ça que je voudrais passer en revue, si vous êtes d'accord. Alors, je commence avec le plus court que j'ai pu trouver. Enfin, il y en a des plus courts, mais le plus court qui solide, c'est ce qu'on appelle le cycle Kondratiev. Donc, ça, c'est un cycle qui dure entre 50 et 60 ans et qui est donc une phase ascendante, une phase descendante et qui est essentiellement un cycle économique. Alors, au début, on croyait qu'il avait débuté avec le capitalisme, donc 15e, 16e siècle. Mais maintenant, de plus en plus d'historiens ont été capables de mesurer ce cycle de plus en plus loin dans le passé. Donc, il y a un grand débat, par exemple, dans la littérature. Est-ce que le cycle il a duré 500 ans ou 5000 ans? Donc, ce cycle de 50 ans, hein, est-ce qu'il a duré depuis 500 ans ou 5000 ans? Et par exemple, on a trouvé en Chine pendant la dynastie Song, bon, je ne me rappelle plus très bien quand c'était, mais c'est déjà assez loin dans le passé. Donc ce cycle, il est assez solide. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de littérature dessus. Et donc plus ou moins le cycle est le suivant. Donc à un moment donné, il y a une grande crise du cycle précédent. Et donc c'est une crise économique en fait, une crise systémique
des systèmes productifs. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va le solutionner? On va devoir peut-être trouver une nouvelle forme d'énergie. On va devoir réorganiser l'agriculture. On va devoir réorganiser l'industrie, voire le système managérial, la façon de collaborer, etc., etc. Donc, dans le cycle ascendant, ça veut dire qu'on a trouvé des solutions. C'est-à-dire que les solutions aux différents problèmes, par exemple, le problème agricole, par exemple, dans les années 30, il y a des problèmes aux États-Unis avec une sécheresse dans tout le pays. Et on voit ça dans les films, hein, les grosses boules de poussière qui passent dans les villes. Donc, il y a une grande crise agricole et donc, il faut trouver une solution à ça. Et ils vont mécaniser l'agriculture, ils vont trouver des moyens pour s'en sortir, en tout cas temporellement. En même temps, donc on parle de 1929, la crise industrielle, elle va passer du système, on va dire, smithien, donc qui avait prévalu au 19e siècle, vers le système fordiste. Donc, on va organiser des grandes, beaucoup plus grandes industries avec beaucoup plus de régimentation du travail et la mesure de chaque geste de chaque ouvrier. Voilà. Donc, il va y avoir toutes les sortes de convergences de solutions qui vont créer une nouvelle phase ascendante. Cette phase-là, c'est bon pour le monde du travail. Et de focaliser sur la production matérielle et industrielle. Donc, il va y avoir des réformes sociales, les salaires vont monter, les ouvriers vont peut-être s'organiser, etc., etc. Paradoxalement, puisque c'est bien, on va dire c'est bien pour le peuple, mais dans un système qui fonctionne sur le profit, ça va créer des tensions au niveau de l'offre industrielle. C'est-à-dire que les propriétaires du capital vont trouver que leur profit descend et est mis en danger. Et donc, ça va donner une crise au milieu. Donc, typiquement, dans le dernier cycle, c'était 1973. Donc, on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec le système keynésien. Donc, ça a donné une grande croissance dans les années fin 40, 50, début des années 60. Et puis, ça ne marche plus. Et donc là, il y a un contre-courant qui va se manifester. Alors, Karl Polanyi, qui a écrit La Grande Transformation, il appelle ça donc de Lib Lab. Donc là, on est dans la phase lab, donc labor, ça veut dire, mais elle va se terminer sur une crise de l'offre, donc en anglais, supply crisis. Et donc là, on va voir, par exemple, la contre-révolution de Reagan et de Thatcher qui va se mettre en place. Et l'élite va choisir un nouveau cartel idéologique qui va devoir solutionner ce qui ne marchait plus pour eux dans le cycle précédent. Donc, le keynésianisme et les keynésiens vont être remplacés par Milton Friedman et les économistes néolibéraux, qui au départ, c'est un petit groupe de quelques personnes qui étaient très, très minoritaires. Dans cette deuxième période, donc qui commence en 73 par exemple, ça va devenir une croissance plus lente, plus inégale, et donc ça va donner des gilded age, comme on dit en anglais. Donc ça va donner de la dépense, les yachts, mais ce sera beaucoup moins bien partagé, donc c'est beaucoup plus spéculatif, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Et donc c'est mauvais pour le monde du travail. Et donc Polanyi dit, dans la première phase, donc on a remis le marché au service de la société. Dans la deuxième phase, le marché se libère de la pression de la société. Et donc ça va se terminer sur une crise qui sera une crise de la demande. Et donc ça, c'est 2008. 1929, 1873, 2008. Et la différence entre la crise de 73 et la crise de 2008, ici, c'est une crise de la demande. Donc, c'est le peuple qui souffre. Tout le monde est endetté. On n'a plus assez d'argent pour... voilà. Et donc là, l'industrie est en crise, l'agriculture est en crise. Il faut une nouvelle forme d'énergie. Donc, on peut penser, par exemple, le changement de
du pétrole vers éventuellement les énergies renouvelables. Enfin, il y a donc des challenges qui se posent, qui sont par rapport à ce cycle de plus ou moins 50 ans. Donc ça, c'est un cycle court qui est très, très, très fort, hein, qui a énormément d'effets sur la vie quotidienne de chacun et qui donne les grandes crises économiques qui sont aussi des crises politiques, etc., etc. Donc, on est évidemment en plein dedans. Alors, il y a des moments où on peut solutionner ça facilement. Il y a d'autres moments où on n'y arrive pas très rapidement. Alors, je n'ai pas étudié en détail, mais il paraîtrait que la crise de 1873 était une crise, et donc ça a été très, très difficile de se remettre de ça. Tandis qu'en 1929, ça a aussi duré quand même les années 30 et la Deuxième Guerre mondiale, donc ça a quand même duré 15 ans. Et après 15 ans, donc ça a repris un nouvel ordre mondial qui s'est créé après 1945. Voilà. Donc ça, c'est un cycle plutôt économique, même s'il a des effets dans les autres domaines, mais un cycle particulier. Donc ce cycle, il s'insère dans un cycle de 100 ans. Et donc ça, c'est un livre qui est très, très connu dans le monde anglo-saxon, qui est The Fourth Turning, le 4e tournant, et qui parle du séculum. Alors le séculum, le siècle, c'est un cycle qui était déjà reconnu par les Romains, par les Grecs. Donc eux, ils voyaient déjà, ils croyaient voir donc ce cycle qui est un cycle générationnel. Donc 100 ans, 4 générations. Alors tout ça, c'est pas précis, hein. Ça peut être 22 ans, 25 ans, 27 ans, mais on va donner les moyennes. Donc plus ou moins le double du cycle que je viens d'écrire. Et alors ici, la logique est la suivante. Donc aussi, il va y avoir une grande crise. Et on va voir que ces crises sont, à mon avis, coïncident. Je vais venir. Donc la grande crise, et on est en plein dedans. Donc on est dans une crise séculaire, là, selon ces auteurs hein, de Fourth Turning, Strauss-Howe et je vais m'en tenir à ce nom-là. Il y a 2 auteurs. Donc ce livre va par exemple, a prédit que dans les années 20 et 30, on entre dans la crise séculaire. Elle est plus profonde que la crise de 50 ans. Pourquoi? Alors, donc on imagine la Deuxième Guerre mondiale, mais maintenant dans le cycle de 100 ans. Tout est détruit. Il faut tout reconstruire. Donc ça veut dire que les premières 20 ans, il va appeler ça the high. Donc après la crise, il y a un consensus qui sera le consensus keynésien. Hein, donc les ouvriers ont été se battre, ils sont armés, ils ont donné leur vie pour la patrie. Donc il y a le danger de l'Union soviétique qui est très très attirant pour les paysans du tiers-monde. Donc c'est pas tout sûr qui va gagner ce conflit. Et donc du coup voilà, on va remettre en place un nouvel ordre civique. Et c'est l'ère des années 50 et des débuts des années 60. Une unité, un conservatisme, la famille est forte, il y a de la répression, on n'aime plus les dissidents, il faut que tout le monde s'oriente vers le bonheur commun. Donc on travaille à reconstruire en fait. Et donc ça c'est the first turning. Les enfants de cette génération, ils vont se révolter. Et donc, ça va donner the second turning, qui est the awakening. Donc, ça veut dire que tous les 100 ans, il y a the high, the first turning, et tous les 100 ans, mais 25 ans après, il y aura the second turning, le deuxième tournant, qui sera un tournant spirituel, en fait. Donc, il y a eu ça aux États-Unis, avec Emerson, hein, au XVIIIe siècle, donc les transcendantalistes, ils appellent ça d'ailleurs the first and the second awakening. Mais les années 60, c'est pareil. Donc, on se tourne vers l'intérieur, on met en cause les valeurs matérialistes de ses parents, donc la première génération du premier tournant. Et comme la société est riche assez, elle va accepter ça. Donc, il va avoir de la place pour ce challenge. Et ça, c'est le second turning. Donc, la première génération, elle va devenir plus âgée, mais la deuxième, elle va monter.
celle qui challenge la première, elle va monter, elle va avoir 20 ans, elle va avoir 30 ans. Bon. Et donc là, la troisième période, c'est le unraveling. Et c'est plus ou moins quand les deux forces ont la même force. Donc, et ça, typiquement, ça va être les années 90 et peut-être les années 2000. Donc, où, en fait, tout est mis en cause. Il n'y a plus de consensus. Il y a les guerres culturelles qui commencent dans les années 90. Et donc, ça, c'est the third turning, the unraveling. Et là aussi, donc, ces auteurs, ils retrouvent tous les 100 ans, ils vont retrouver des unraveling dans l'histoire, surtout anglo-saxonne. Mais finalement, ça devient intenable. Et donc là, on entre dans la période de crise, de fourth turning, et on est en plein dedans. Alors ici, l'agenda est beaucoup plus civique qu'il est économique. Il est beaucoup plus institutionnel, il est beaucoup plus politique, parce qu'il n'y a plus de consensus. Et en fait, c'est plus tenable. Et donc aujourd'hui, les mouvements identitaires, on sait plus on n'est plus d'accord sur même le genre. Est-ce qu'on peut même dire que les femmes existent? Donc, en fait, c'est les fondements même du consensus civilisationnel qui est mis en cause. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? La crise, évidemment, ça va donner du chaos. Donc, on est dans une période chaotique. Mais selon cette théorie, ça va évidemment donner, sans doute, dans les années 40 de notre siècle, ça va donner en fait un nouveau high, un nouveau first turning, qui sera une réorganisation autour d'un nouveau consensus. Alors, selon lui, selon les deux auteurs, c'est plutôt conservateur. Hein, et ça va réagir contre le chaos d'aujourd'hui. Je suis pas sûre que ça soit suffisamment développé pour être compris. Pour nous, dans les années 90-2000, on a vu l'expansion économique, un espèce d'extra qui rejoint le cycle des 50, de 50 ans. Et en même temps, on a vu effectivement une explosion de plein de choses spirituelles, relationnelles, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est comme si c'était une inflation, en fait. Conservateur, opposé, deux niveaux qui enflent. Et évidemment, le quatrième tournant, pim, il se percute. C'est tout à fait ça. Donc, on va prendre donc les boomers qui sont les agents de la révolte dans les années 60. Bah, ils vont avancer dans la société. Donc, ils vont leur pouvoir réformateur, ils vont changer l'éducation, ils vont changer la culture, ils vont tout changer. Maintenant, comme moi, moi je suis un late boomer de 58, et maintenant on est en train de sortir. Mais on a une énorme influence culturelle, mais ça a aussi créé contre-culture conservatrice qui a commencé déjà dans les années 80. Et alors, il y a eu des grandes guerres culturelles qui ont commencé dans les années 90, 90. Et aujourd'hui, ils sont au pinacle dans la crise. Toute la crise autour des mouvements identitaires, ça avait commencé dans les années, fin des années 80 et des années 90 dans les universités. Et voilà. Et c'est en même temps. Voilà. Alors que dans le troisième tournant, il y a encore un certain équilibre, un vivre ensemble possible. On a l'impression, dans la quatrième période, que c'est un ou l'autre qui va gagner, ou quelque chose de nouveau qui est tierce par rapport à cette lutte. Mais en tout cas, ce sera pas une continuation de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et du coup, oui, moi, Michel, par rapport à ce que tu viens juste d'esquisser, mais est-ce qu'il y a des moments dans l'histoire où est-ce qu'il y a justement une émergence d'un troisième chemin possible? C'est peut-être un exemple d'un autre cycle, mais je vais donner juste pour exemple parce que je viens de le lire dans Toynbee. Donc lui, il parle par exemple d'Israël et la révolte des Hébreux contre l'Empire romain. Donc il y a d'un côté les zélotes, comme ils les appellent, donc qui veulent absolument se battre contre Rome, ils veulent la guerre, ils veulent se révolter, ils veulent la lutte armée. Et puis il y a le roi Hérode, donc ça il appelle l'hérodianisme, qui est non, il faut s'adapter, on va accepter l'hellénisme des Romains, et nous on va nous renforcer avec ça pour être plus fort après.
Donc, on va s'adapter à l'ennemi pour apprendre sa force, le copier éventuellement. Par exemple, les Japonais, au XVe siècle, ils ont décidé d'être zélotes, c'est-à-dire ils ont rejeté l'Occident, ils ont réprimé les chrétiens, ils ont chassé les jésuites, et ils ont confiné les Occidentaux à une île pour le commerce, et puis ils ne pouvaient pas rentrer au Japon. Les Chinois ont fait la même chose à un moment donné. Ils ont tenu 3 siècles. Et puis, ils ont vu le bateau guerrier américain, je crois, du commandant Perry, si je m'abuse. Et les Japonais se sont réveillés. Ils se sont dit, si on ne s'adapte pas à cette technologie occidentale, on va être colonisé comme tous les autres en Asie. Voilà. Et donc là, ils sont devenus hérodiens. Ils ont commencé à copier à leur façon les techniques qu'ils voyaient qui créaient le succès, en tout cas à ce moment-là, de l'Occident. Bon, donc ça c'est donc il décrit et alors il décrit Saint Paul et Saint Paul il n'est ni l'un ni l'autre. Donc en fait c'est Saint Paul qui va gagner, qui va faire un mélange entre la religion des Hébreux et la philosophie hellénistique, et donc il va donner un christianisme hellénisé qui sera ni hérodien ni zélote, mais qui va effectivement devenir la troisième voie, qui va devenir la voie de l'Occident et donc la chrétienté féodale et médiévale. Ou la réforme, un autre exemple en fait, c'est très bon, mais là aussi c'est un cycle plutôt plus long, mais on va prendre la réforme et les catholiques. En fait, ce qui sort de cette lutte, c'est l'État-nation et le capital qui vont prendre le pouvoir et qui vont mettre la religion dans les marges. Donc, ils vont laisser la liberté religieuse, mais ça va plus être ce qui détermine le pouvoir politique. Donc, ça aussi une troisième voie. Donc, c'est en fait la réforme a gagné sans gagner. Les catholiques ont gardé le pouvoir dans le sud de l'Europe, mais finalement, ils ont tous les deux perdu, puisque les forces religieuses qui ont entrepris la lutte ont été en fait marginalisées par une troisième voie. Voilà, donc 2 exemples peut-être de ce que tu demandes, mais peut-être pas, parce que là, j'ai pas d'exemple qui me saute aux yeux au niveau des cycles séculaires. Donc, à étudier plus profondément dans mes lectures. En fait, là, il y a une troisième voie qui est d'une synthèse, transcend and include. On a un exemple avec la Renaissance qui a vraiment créé cette synthèse et qui a créé autre chose. Puisque ça a commencé en Espagne avec tous ces mélanges culturels, intellectuels, et ça s'est poursuivi à la Renaissance pour aboutir aux Lumières. Et là, on est sur quelque chose qui a vraiment inclus et transcendé une grande variété de courants intellectuels, artistiques et autres pour vraiment produire autre chose. Oui, donc j'en étais au 2e cycle séculaire. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas encore être très précis, mais il me semble qu'il y a une relation assez claire entre les crises mi-cycle qui sont de 73 et les cycles, donc le lap crisis et le lip crisis, donc qui est la grande crise à la fin d'un double cycle de Kondratiev. Il y a une relation assez claire, à mon avis, entre the awakening and the crisis, le cycle séculaire. Oui. Alors, j'ai un texte que je dois relire pour bien comprendre la relation entre les deux. Mais donc, il y a des auteurs qui ont établi ce lien, ce qui est déjà intéressant comme une sorte de convergence entre 2 cycles différents. Dans le World Systems Analysis, donc dans ces historiens qui ont commencé à travailler dans les années 70-80, donc les Brodel, et puis après Brodel, Wallerstein, André Gunder Frank et tout ça. Donc, ces gens-là, ils ont vu le cycle de guerre, le cycle hégémonique qui dure environ 100 ans. Donc, séculaire, 100 ans, et le cycle hégémonique et de guerre qui est aussi plus ou moins 100 ans. Donc, on va avoir, donc au niveau du pouvoir, ici, on est dans un système qui est un hégémon qui va monter,
qui va devenir dominant et puis qui va graduellement perdre son pouvoir, qui va être remplacé par un autre hégémon, donc force dominante, et ça se termine en général par une grande guerre. L'hégémonie britannique elle s'est terminée par la période chaotique et la grande guerre, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui trouvent que c'est une guerre, hein. Donc c'est-à-dire la première et la deuxième guerre mondiale, et toute la période entre les deux, ça en fait c'est un moment de transition chaotique, parce que la première guerre mondiale n'a pas su solutionner le conflit, et donc il a continué, et puis il y a une deuxième guerre, et c'est seulement alors que tout s'est dégagé, qu'il y a eu voilà. Et donc, il y a les Portugais, les Genevois, il y a les Hollandais, les Britanniques 2 fois. Donc, ils ont réussi pendant 200 ans à être dominants, mais ils ont renouvelé leur modalité de domination. Et puis, les Américains. Et je crois qu'on voit tous que cette force-là est en train de diminuer. Et alors, il y a un grand débat. Est-ce que c'est les Chinois ou est-ce que c'est une combinaison? Enfin, donc, il y a tous ces débats autour de ça, mais en tout cas, on voit bien la guerre en Ukraine, qui est une guerre de bloc, les tensions entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Donc là, on voit la convergence entre la fin du séculum et la fin de l'hégémonie et d'un cycle de guerre. Et on a même un alignement géographique, c'est-à-dire qu'on a le bloc au-dessus, sur la Terre, et en dessous, on a le bloc avec Taïwan. C'est-à-dire que si on regarde géographiquement, on est sur une ligne où ça s'affronte bloc russe-Europe, et juste en dessous, Chine-États-Unis. Oui, alors là, il y a un auteur qui est très intéressant, je ne sais pas si je l'ai mentionné déjà, mais c'est Michael Hudson, The Decline of Civilization. Donc lui, il a une vision de très, très longue durée où il voit donc il y a un bloc eurasiatique, le continent donc en fait Russie-Chine, continental, géographique et le pouvoir mercantile, marchand, maritime de l'Occident, de l'Europe de l'Ouest, qui a commencé avec la Grèce. Donc, Michael Hudson, sa théorie, c'est la suivante, c'est que donc, les empires sont basés sur une sorte d'harmonie et où les marchands sont tenus en laisse pour qu'ils ne puissent pas détruire l'harmonie de la société. Et donc, il y a des jubilés, il y a les dettes qui sont libérées tous les 25 ans, tous les 50 ans. Par contre, pour la première fois dans l'histoire, il dit que c'est en Grèce que les rentiers prennent le pouvoir. Ça crée la révolution démocratique athénienne. Et donc, du coup, on a un système antagoniste, démocratique, mais qui va persister et qui va éventuellement devenir hégémonique avec l'Occident. Mais là, on est dans des cycles beaucoup plus longs et qui aujourd'hui est en train de se terminer. Donc là, on va peut-être passer justement à ce cycle de 500 ans, qui est aussi très, très intéressant. Donc, je vais vous expliquer un peu les éléments pour ce cycle. Donc, Spengler, il parle d'un cycle de 1000 ans et Toynbee aussi. Et on remarque par exemple que on voit la civilisation hellénistique, il y a 400-500 ans, où c'est le système des polices, donc des villes, qui est déterminante. Donc, ça commence au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une sorte de révolution archaïque en Grèce et ça commence à se consolider. Donc, les villes se coalisent, se battent entre eux, mais c'est une grande civilisation qui va jusqu'en Italie, la Turquie, etc., la mer Noire, mais qui se termine par une crise. Donc, 400-500 ans, ça se termine par une grande crise. Et c'est Alexandre et puis Rome qui vont créer un État universel, un empire qui va durer 400-500 ans. Mais on peut voir la même chose en Europe. Si on voit, donc selon Spengler et Toynbee, ça commence en l'an 1000. Donc les villes se reconstituent en Occident. Donc il y a les villes flamandes, les villes italiennes. Et ça se culmine par les guerres au XVe siècle en Italie,
guerre permanente entre les villes. Et là, c'est la deuxième période de l'État-nation. Donc là, il n'y a pas un empire classique qui va se créer en Occident, mais il y aura quelque chose qui sera quand même un système, mais qui est un système d'État-nation, qui est notre forme d'empire, on va dire, en Europe, mais qui va aussi durer 500 ans. Donc 1000 ans, mais divisé en deux. Donc une période plutôt décentralisée et une période plutôt centralisée. Et entre les deux, il y a des grands changements culturels. Donc, je crois que la dernière fois, je vous ai peut-être parlé de la crise de l'an 1000. Est-ce que je vous ai parlé en Occident de la crise de l'an 1000? Alors, je dis en... Okay. Alors, d'abord, en 500 ans, c'est évidemment la fin de l'Empire romain et le début de l'ère chrétienne. Ça, c'est déjà une grande transvaluation parce que pour les Romains, le travail, c'est pour les esclaves, donc c'est négatif, mais pour les chrétiens, c'est une façon d'améliorer le monde et de collaborer à l'ordre divin ici et maintenant dans le monde. Donc, ça donne une culture complètement différente. Elle va se consolider en l'an 1000, donc avec les Ottoniens en Allemagne, d'abord. Et donc, ça va donner une situation européenne qui va se constituer et qui va croître à partir de ce moment d'une façon expansive. Et donc, c'est féodal. C'est des congrégations religieuses, c'est les seigneurs, c'est les villes naissantes, mais tout ça, c'est fort décentralisé. Et en 1500 ans, ça va être cassé par la réforme, par l'imprimante, par tout ce qui va créer en fait le monde moderne. Donc, 500, 1000, 1500, 2000. Donc, à mon avis, ça se voit assez clairement qu'il y a qu'il y a un cycle de 1000 ans qui est divisé en deux. Alors, je ne connais pas tous les détails, mais Toynbee, il donne des exemples en Chine, en Inde. Donc, ce n'est pas un cycle qui est typique pour l'Occident, c'est un cycle qui est, selon lui aussi, universel. Mm-hmm. Alors, là, j'en viens. Donc, on est dans un cycle Kondratiev, on est dans la fin d'un cycle de séculum, et on est aussi à la fin de la modernité, qui a commencé environ à 1500. Et voir, on est à la fin, ça c'est Spengler, du cycle de 1000 ans qui a commencé en l'an 1000, qui est le cycle de la civilisation européenne. Alors, ça ne veut pas dire que la civilisation se termine. Donc, par exemple, Toynbee, il va dire qu'après, il y aura des civilisations fossiles. Alors, c'est quoi une civilisation fossile? C'est une civilisation qui continue, mais qui n'a plus cette charge dynamique d'innovation. Par exemple, la Chine, elle était importante et tout, mais c'est pas la Chine des Han et des Song. Et en fait, il n'y a pas de taoïsme, il n'y a pas de confucianisme, il n'y a pas des grands courants civilisationnels et spirituels qui sortent de la Chine. Même chose en Iran. Donc, il va dire, par exemple, que les vases chinois, ça existe encore, mais c'est devenu mécanique. Tout comme les tapis persans, ça n'a plus de signification spirituelle, c'est devenu mécanique. Oui. Alors ça amènerait à montrer que dans chaque grand cycle dont tu as parlé tout à l'heure, le spirituel, le guerrier, l'économique, pour les résumer comme ça, en fait, on peut avoir une cyclicité. Parce que quand tu parles de la Chine, on a un redémarrage énorme de la Chine, mais pas au même endroit. C'est-à-dire pas comme étant source spirituelle et civilisationnelle, mais comme étant quand même très en haut du modèle économique. En tout cas, en ayant beaucoup plus les moyens de le réaliser, quoique maintenant, ça se fendille. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait encore un sous-ensemble. C'est-à-dire qu'il y aurait une cyclicité au sein de chacune des étapes. Donc, on voit une civilisation qui peut renaître de ses cendres, mais dans quel endroit, dans quel niveau, en fait. Et elle est fossile, si je te suis, et en plus je partage, si elle n'est pas force de proposition aussi au niveau d'une spiritualité ou quelque chose qui apporte suffisamment de sens. C'est vraiment un grand débat. Hein. C'est peut-être un débat qu'on peut avoir à un moment donné, c'est comment analyser la Chine aujourd'hui. Alors, par exemple, selon Michael Hudson,
il y a un vrai choix à faire entre les civilisations eurasiatiques qui sont productives, c'est-à-dire qui investissent dans la production, dans le bien-être de leur population, dans les infrastructures, et les civilisations occidentales qui, pour lui, sont devenues des civilisations de rentiers, qui n'investissent plus dans leur infrastructure, qui ne produisent plus. Et ça, c'est un grand débat. Alors, en même temps, au niveau civilisationnel, est-ce que la Chine est vraiment attractive et pas vraiment au niveau civilisationnel? Donc, Et il me semble juste quelque chose, Michel, c'est que sur cette question on va dire justement de civilisation fossile, ou moi je dirais de civilisation immobile, parce que justement des civilisations qui n'inventent plus rien de nouveau, il me semble que en fait que ce soit la Chine ou que ce soit l'Europe ou que ce soit les États-Unis, il me semble qu'en fait peut-être pour des raisons un peu différentes, quoique, mais en fait elles en sont toutes au même point, c'est-à-dire que oui, alors, elles sont toutes immobiles en fait. C'est là, pour des raisons peut-être différentes. c'est très, très bien, parce que ça fait la transition vers le cycle de 5000 ans que je voulais aussi introduire dans cette conversation. Donc, il y a 5000 ans environ, on crée ce qu'on appelle la civilisation. Alors, évidemment, le mot civilisation ici, il veut dire quelque chose de bien spécifique. Donc, c'est un shift d'une société qui est basée sur le nomadisme, sur les tribus, sur les clans, sur l'économie du don, les communs, vers des sociétés stratifiées, agricoles, sédentaires, urbaines, avec des États et avec le marché et l'État. Donc, avant 5000 ans, le moyen d'allouer les ressources et d'échanger les ressources, c'est le don et les communs. Mais si le côté est violent, aller chercher chez l'autre. Mais bon. Mais à partir de la civilisation, donc dans un sens bien spécifique ici, c'est le marché et l'État qui deviennent les deux façons pour toutes les civilisations. Et donc, ça commence il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, plus ou moins, d'une façon assez intense. Et là, on peut se demander si on n'est pas à la fin du cycle de 5000 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une bifurcation de la civilisation familiale, clanique, tribale, vers la civilisation sédentaire, basée sur la géographie, l'agriculture, la ville. Et maintenant, entre autres avec le numérique. Alors là, je voudrais introduire un argument qui est très, très intéressant. Donc, ça s'appelle sublinéarité et superlinéarité. Donc, c'est dans un livre qui s'appelle Scale, échelle, de Geoffrey West. Et donc, il commence d'abord par définir la sublinéarité. Donc, on prend la relation entre le cerveau et un corps. Et donc là, on va dire la souris, l'homme et l'éléphant. Est-ce que le cerveau croît en même temps que le corps ou pas? Eh bien, il y a une relation de 85%. Donc, c'est sublinéaire. Donc, le corps, il grandit, mais le cerveau ne croît pas aussi vite que le corps. Et donc, en fait, il y a une perte d'efficacité au niveau de la croissance corporelle. C'est pas parce qu'on est un gros animal qu'on est plus intelligent qu'un animal plus petit. Donc, il y a une relation sublinéaire. Alors, il a étudié les villes et là, il arrive à la conclusion inverse, c'est-à-dire superlinéaire. Donc, selon lui, les villes, la croissance des villes, la densité des villes a une croissance de 115% au niveau de la productivité, l'innovation, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi la ville? Parce que c'est efficace. Ça crée une intelligence collective qui fait que les sociétés qui ont des villes vont dominer les sociétés qui n'ont pas de ville. Ils vont être plus forts, ils vont être mieux armés, ils vont être plus intelligents. Tout ça est contextuel, évidemment. Et ça, c'est intéressant. Et alors, la thèse, ça, c'est Jordan Hall qui parle de civium, et je trouve ça assez intéressant. Donc, ça s'équivaut à mon concept de cosmolocalisme. Donc, c'est-à-dire, la thèse aujourd'hui,
c'est que la proximité digitale est super linéaire. Oui, parce que pour moi, il y a une limite avec la croissance des villes. C'est ça que je faisais avec mon geste. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, mais par contre, les mégapoles qui sont arrivés à un certain niveau créent tellement de disparités et d'inégalités que effectivement, il y a quelque chose qui devient régressif et je te repasse la main parce que peut-être que la solution est avec ce que tu vas dire. Oui, alors donc selon Jordan Hall, et je crois que c'est visible déjà, hein, donc il y a déjà une néoruralisation qui est en route, qui a commencé 10-15 ans avant le Covid, qui s'est accélérée avec le Covid et qui continue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette croissance des villes, parce qu'il y a une vraie croissance des villes. Hein, donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'un cycle civilisationnel se termine sur une crise, après la crise et le nouveau cycle civilisationnel, les villes sont plus grandes qu'avant. Donc, aujourd'hui, c'est 20 millions pour une ville. Donc, en Chine, il y a une quinzaine de villes où il y a 20 millions d'habitants. Ça, c'est le maximum du moment. Mais avec plein de problèmes. Les bidonvilles, l'énergie que ça demande, etc., etc. Alors que là, donc, il y a... Donc, moi, j'étais, par exemple, à une réunion au Monténégro du monde crypto. J'étais ébloui. Alors, j'ai beaucoup de critiques hein, sur ce monde. Mais en même temps, je me suis retrouvé avec des gens hyper intelligents qui sont en train de construire des infrastructures. Et je ne dois pas être à Londres ni à Paris. Non, moi, je suis de Chiang Mai. Je reste en contact permanent avec ces gens et puis de temps en temps, je les vois. Mais j'ai autant de proximité d'intelligence collective que si je vivais à Londres. Donc, cet avantage est en train de se perdre. Et donc, les gens commencent à dire, mais je ne dois pas rester ici et avoir tous les désavantages des villes. Et c'est ça qu'il appelle civium, c'est-à-dire une nouvelle façon d'entrevoir l'organisation sociétale qui n'est plus uniquement géographique et basée sur la suprématie des villes, mais qui est post-ville et donc post-civilisationnelle potentiellement. Alors, on peut discuter sur la sémantique. Est-ce que c'est une nouvelle phase civilisationnelle ou quelque chose de post-civilisationnel? Mais en tout cas, c'est le cycle de 5000 ans qui est en train de se terminer. Et donc, on n'y arrive plus avec le marché, avec l'État. Et moi, je crois que tout l'open source, le monde crypto, c'est créer des systèmes, des écosystèmes de collaboration numérique qui créent cette superlinéarité et qui sont en train de créer cette bifurcation post-civilisationnelle. Donc là, c'est le cycle de 5000 ans. Et un autre aspect à ça, évidemment, c'est notre relation avec la nature, puisqu'il y a 5000 ans, on a décidé que pour survivre et bien vivre, il fallait faire l'agriculture et dominer la nature. Et là aussi, on n'y arrive plus. Et donc, on doit venir à une notion de partenariat ou autre notion, mais en tout cas, donc là aussi, ça indique que ce n'est pas simplement 5000 ans qui est en cause. Alors, je voudrais encore dire une chose, et puis je crois qu'aujourd'hui, je vais arrondir. Donc là, je travaille sur l'économie de la coordination mutuelle. Et c'est plus ou moins aussi le cycle de 100 ans. Donc, ça, c'est ma théorie. Hein. Je n'ai pas encore trouvé beaucoup de littérature pour vous convaincre, beaucoup de gens que c'est le cas, mais je crois que ça tient la route. Donc, je vous propose l'hypothèse. Donc, au 19e siècle, avec l'industrialisation, on a décidé de laisser le marché gérer l'industrialisation. Ça donnait certains bons résultats, puisque les revenus des ouvriers ont augmenté x5 sur 100 ans. Mais ça s'est terminé sur une catastrophe, qui est la Première Guerre mondiale, qui était vraiment une lutte comment gérer l'industriel, mais avec une réaction étatique, c'est-à-dire le fascisme et le communisme étaient deux façons de dire le marché ne convient pas, il faut que l'État prenne le rôle dominant dans la gestion de l'industriel. Et alors ça n'a pas marché, le totalisme n'a pas marché, mais l'Occident européen et le New Deal ont proposé une sorte de compromis. Le New Deal et la société welfare state qui a donné le système du XXe siècle. Donc,
quand même à dominance, même avec le néolibéralisme, il y a quand même le rôle de l'État, de la régulation est très, très, très fort. Hein. On n'est pas au 19e siècle, même si le capital est très puissant. Et voilà ma thèse. Donc là, c'est donc le réseau distribué, décentralisé, la non-location économique et sociétale par l'auto-organisation civique qui se propose, c'est pas encore prouvé, mais qui se propose comme alternative. Donc je crois que le 20e siècle, ce sera aussi un basculement vers un séculum numérique. Voilà, je termine là. Je voudrais juste dire une petite chose, Michel, mais vraiment petite. Donc, pour revenir sur ce cycle des 5000 ans, et je crois que tu l'as juste un peu évoqué, mais est-ce qu'on ne serait pas même dans une rupture avec un cycle beaucoup plus grand que 5000 ans, finalement? Enfin, disons que si on imagine que la rupture, justement, de ce passage, notamment en termes d'échange, à cette gestion, qui est aussi des questions de la problématique monétaire, mais en fait qui se résume à gestion du flux, du stock et du surplus. Je dirais ça comme ça. Et du coup, cette rupture-là, moi, je la mettrais bien justement au moment de l'émergence de l'agriculture. Et si on le pense comme ça, notamment avec le grain, mais bon, de l'agriculture quand même en général, et de la domination justement sur la nature, pour le dire vite. Du coup, bon, ça nous remonte vraiment très très loin. Et à ce moment-là, on ne serait pas justement dans plus grand que 5000 ans, en fait. C'est possible. Alors, donc, il faut voir la différence entre les cycles et les aspects cumulatifs. Donc, par exemple, ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais donc là où intervient la spirale, c'est-à-dire l'aspect cumulatif, par exemple, c'est les médias. Donc, il y a d'abord le langage, puis il y a l'idéographie, puis il y a l'alphabet, puis il y a l'imprimé, puis il y a les médias électroniques, mais pas encore digitaux, et puis il y a le digital. Donc là il y a des étapes de complexification qui interviennent dans les cycles, et ça justifie pour moi donc l'aspect spiralique. Et évidemment, on peut aller en arrière, l'invention, et il y a des néo-primitivistes, et je trouve que c'est un grand débat, parce que donc, par exemple, il y a ceux qui discutent, est-ce que c'est le capitalocène ou l'anthropocène? Alors, et ceux qui disent le capitalocène, en général, sont des marxistes ou des néo-marxistes. Ils disent, oui, mais c'est le capitalisme qui les fait. Et moi, je dis, je suis désolé, non. Non, la pulsion extractive, elle est déjà là chez les animaux, sauf qu'elle est très localisée. Donc, les animaux sont spécialisés dans une écologie. L'humain, donc sa tête devenait de plus en plus grande, notre tête devenait de plus en plus grande. Et à un moment donné, on a eu des naissances prématurées, parce que sinon on ne passait plus. Et donc, je ne sais pas le mot technique, donc ça a donné une situation humaine où il fallait s'occuper des enfants pendant longtemps parce qu'ils ne savent pas survivre sans leur tribu, alors que les animaux, ils savent très très vite se débrouiller. Et nous, on peut aller partout. Donc, on n'est pas limité à une écologie spécifique, on peut s'adapter à une écologie, voir ce qu'on fait maintenant, adapter les écologies à nos besoins. Et donc cette dialectique predator-prey, elle prédate de loin le capitalisme et même l'agriculture. Parce que quand les indigènes sont venus d'Asie vers l'Amérique il y a environ 40 000 ans, quelques millénaires après, tous les grands mammifères ont disparu. Donc, ça, c'est Sapiens. Donc, il ne faut pas idéaliser. Donc, le cycle extractif est un cycle, à mon avis, biologique. Et c'est ça. Donc là, en fait, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, parce que ça veut dire qu'on doit s'en sortir d'une certaine façon. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre en tant qu'humain? La grosse différence, elle se situe, et là, on est bien dans la notion de civilisation qui met la marque avec sédentarité, agriculture, histoire. Ce qui est spécifique avant,
c'est que les humains comme les animaux ne prélèvent pas plus que ce qui leur est nécessaire. Donc, il y a un équilibre avec leur écosystème. Et tout d'un coup, avec les surplus de l'agriculture, on rentre dans une prédation spéculative, extractive, et qui crée du surplus avec tout ce que tu as pu dire avant. Elle est là, la marque. C'est qu'avant, effectivement, on a tué les mammouths et on n'avait pas conscience qu'on les tuait tous, peut-être. Mais en tout cas, c'était un mammouth pour des semaines, voire des mois. Tandis que là, il y aurait 10 mammouths, ils seraient tués tous les 3 jours, juste parce que ça fait plaisir, je ne sais pas qui. Donc, Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Christine. Et du coup, il me semble aussi, mais alors je n'ai pas étudié ça, donc possible que je dise des bêtises, mais sur les animaux, il me semble, et on en revient d'ailleurs à la notion de commun, du coup, sur les animaux, il me semble que justement, ils gèrent quand même, effectivement, ils extraient, mais il me semble qu'ils gèrent justement le surplus ou le stock de façon, enfin, en tout cas, en diplomatie avec les ressources, avec la nature. Et il me semble que effectivement, les chasseurs-cueilleurs, ils ont des surplus d'une certaine manière à un moment donné, mais ils vont le gérer et ils vont le partager. Ils vont partager, pour éviter une stratification sociale. Donc, il y a, par exemple, la société contre l'État. Et ça disparaît avec la civilisation, donc les systèmes en Mésopotamie et en Égypte. Et sans doute parce qu'il y a des guerres, en fait. C'est-à-dire que... J'allais te dire, la différence avec les peuples premiers, ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui n'ont pas eu comme racine la guerre. Donc, effectivement, ils ont eu à se battre, à se défendre s'ils étaient attaqués. Mais ceux qui ont perduré, ce sont ceux qui n'avaient pas intégré la guerre comme modèle, curieusement. Ceux qui ont intégré la paix comme modèle, avec don contre don, équilibre et respect et harmonisation avec leur écosystème, ils sont encore vivants. Ceux qui étaient dans la guerre, donc qui étaient en fait des avant-scènes de ceux qui vont ensuite, dans la civilisation, être dans la conquête, l'empire, etc., on a des traces évidemment dans des peuples premiers, et ceux-là n'ont pas survécu. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, Toynbee aussi, lui, il est très clair là-dessus. Donc, il dit que toutes les révoltes d'esclaves, les révoltes paysannes, tout ça se termine dans le sang et par la défaite des mouvements populaires. Et ceux qui choisissent la paix, les chrétiens, dans un certain sens en tout cas, non, mais ils étaient persécutés, mais avant que eux sont devenus l'Empire, en fait, ils étaient plutôt pacifiques. Ils donnaient à César ce qui est à César, mais ils construisaient leur alternative sans choisir le conflit armé ouvert avec l'Empire. Et en général, donc, c'est pas une mauvaise stratégie. Mais bon, enfin, on pourra en parler. Et alors, je voudrais juste dire que un grand débat, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on garde de la modernité, et est-ce qu'on va vers... Alors, hier, j'ai discuté avec The Civilization Research Institute, et donc un des orateurs dans mon symposium, il disait, attention, rien qu'avec le nucléaire aujourd'hui, il faut 20 000 ingénieurs nucléaires, et si on ne les a pas, tout ça implose. C'est-à-dire qu'on sera tous irradiés. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pas sûr qu'un primitivisme, c'est une solution. Et moi, je dirais donc, au niveau des localistes et des cosmolocalistes, moi, je dis qu'il faut être cosmolocaliste pour avoir cette super linéarité et que si on n'est que localiste, on est dans the Dark Age. Alors, je dis pas que c'est l'horreur ou quoi, mais en tout cas, c'est une vie où on va mourir à 40 ans. Donc il faut bien savoir aussi ce qu'on veut. Et moi, je crois qu'on doit réfléchir plutôt à une sorte de synthèse. Tout ça, c'est très complexe et je ne prétends pas avoir toutes les solutions, évidemment, à toutes ces problématiques. Voilà, je crois qu'on peut garder ça pour un autre débat. Oui, ça ouvre un nouveau champ. Complètement, oui. Merci vraiment beaucoup, Michel. Pour ce 3e épisode. Et puis, on se retrouve du coup, très vite, nous demain d'ailleurs.
Pour le quatrième, ouais, je pense que ça ouvre énormément de pistes. Hein. Moi, je dirais juste comme ça que pour moi, hein, mais les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, c'est justement les cosmolocalistes. Il y a une sorte de nouvelle sociologie que j'aime beaucoup, donc c'est les somewhere et les nowhere. Donc les somewhere, c'est les gens plutôt populaires, des classes industrielles et de services qui sont liés à un territoire, qui peuvent pas facilement se bouger. Et les gens comme nous qui sont numériques, qui peuvent éventuellement vivre ailleurs, etc., etc. La guerre culturelle, c'est beaucoup une guerre entre ces deux groupes. Et alors, moi, je crois qu'on peut dire, plutôt que nowhere, il faut des everywhere, qui sont au service des somewhere. Donc, il y a la localisation qui est bonne pour mille et une raisons, mais pour obtenir cette superlinéarité, il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent être l'intermédiaire entre les réseaux numériques et la connaissance et le local. Et donc, on a aussi besoin des gens comme nous, mais qui sont au service des classes productives et des gens, des commoners qui opèrent au niveau local. Voilà. Les abeilles du futur. Bah, merci, à très très vite.